Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on remonte le temps pour arriver en 378 au commencement du déclin de l'Empire romain. Au moment où les Wisigoths décident de s'installer, le 9 août 378 se déroule la bataille d'Andrinople qui compte parmi les pires défaites militaires de toute l'histoire romaine, au même rang que celle infligée par Hannibal ou Pyrrhus. Les pertes romaines estimées à plus de 10 000 hommes sont comparables aux défaites romaines de Cannes en 216 avant Jésus-Christ et de Car en 53 avant Jésus-Christ. La bataille opposait les Wisigoths sous la direction du chef Fritigerne, mort en 380, à l'empereur romain Valens 364-378. Impopulaire et en quête de gloire, cette défaite désastreuse met en évidence les faiblesses militaires romaines, qui permettent de nouvelles attaques barbares, entraînant le déclin final et la chute de l'Empire romain d'Occident. Cependant, de nombreux historiens s'accordent à dire que cette défaite tragique fut en grande partie imputable au mauvais commandement de l'empereur Valens, et non à l'armée romaine elle-même. Vous voulez en savoir plus sur la bataille d'Andrinople? Venez avec moi. Si de nombreuses batailles antiques ont marqué les modernes, si parmi elles, quelques-unes ont été érigées en modèles de tactique et sont étudiées dans les écoles de guerre comme Cannes, peu d'entre elles ont toutefois marqué la vision des historiens sur l'époque où elles se sont déroulées, comme celle d'Andrinople. Pour certains, cette bataille aurait constitué une étape décisive dans l'essor de la cavalerie et dans le déclin de l'infanterie. Elle aurait à la fois définitivement marqué la supériorité de la cavalerie lourde sur l'infanterie et aurait en même temps sanctionné l'inaptitude des Romains à utiliser une telle cavalerie. Les 3 livres que Végès consacre à l'infanterie et à sa petite phrase justifiant son désintérêt pour la cavalerie par le fait qu'elle était bien connue à son époque n'y sont d'ailleurs pas étrangers. Pour d'autres, cette bataille annonce le règne de la chevalerie médiévale. Certains historiens anciens, dramatisant à l'extrême les conséquences de cette bataille, portent même un regard désespéré sur l'Empire romain au lendemain de la défaite qui a coûté la vie à l'empereur Valens. Nous pourrions nous arrêter ici, car de Rome, il ne reste rien. Croyances, institutions, curies, organisation militaire, art, littérature, tout a disparu. Cette dernière interprétation relève toutefois d'une pensée plus ou moins cyclique de l'histoire et du concept de décadence qui a marqué l'histoire par une vision pessimiste. Très tôt, de nombreux chercheurs ont toutefois tenté de tempérer cette vision des choses. Les hostilités entre les Goths et l'Empire romain commencent de manière assez anodine. Alors que les Huns nomades se déplacent vers l'ouest de l'Asie en faisant des ravages, les Wisigoths, au nombre de plus de 200 000, quittent l'actuelle Ukraine pour se rendre à la frontière de l'Empire romain, et en 376 traversent le Danube pour s'établir en Thrace. Alors que les Huns poursuivent leur progression vers l'ouest de l'Europe, les dirigeants goths et romains concluent une alliance. Les tribus furent finalement autorisées à s'installer de manière permanente. Cette alliance était impopulaire auprès de nombreux Romains. Toutefois, cette autorisation était assortie d'une condition. En échange de terres et de provisions, les Goths devaient fournir des soldats à l'armée romaine. D'autres exigences de commandants romains peu scrupuleux ne tardent pas à être formulées. Il fallait fournir des enfants pour servir d'esclaves, et toutes les armes devaient être rendues. Confrontés à la famine, en raison de provisions insuffisantes et d'une longue famine, les Goths se soulèvent contre Rome. Après l'échec d'une tentative d'assassinat des chefs gothiques, Fritigerne et Alavivus, Fritigerne et ses compagnons commencent à piller la campagne. Alors que les raids se poursuivent, les Romains et les Goths finirent par s'affronter lors de la bataille de Marcianople en 376 et de Saule en 377. En 378, la disparité persistante s'avère trop embarrassante pour les dirigeants romains, en particulier pour l'empereur Valens, engagé plus à l'est dans la lutte contre les Perses. Alors que les Goths s'approchent de Constantinople, Valens retourne dans la ville et marche contre Fritigerne.
Malheureusement, pour Rome, le désir de Valence de se couvrir de gloire allait provoquer un désastre. En l'an 364, l'empereur Valentinien Ier, 364-375, avait nommé son frère co-empereur et gouvernait en Orient avec sa capitale Constantinople. Cette nomination, peu judicieuse, permirent à un chef militaire compétent et efficace bien qu'impopulaire de monter sur le trône, l'impopularité de Valence provenant principalement de son soutien aux chrétiens ariens, ce qui provoque la colère des non-chrétiens et des chrétiens traditionnels. À la mort de Valentinien en 375, Gratien, le fils de Valentinien, âgé de 16 ans, succède à son père en tant que co-empereur et commandant en Occident. Considéré au départ comme trop jeune et inexpérimenté, Gratien se révèle être un chef habile, avec des commandants compétents, remportant un succès considérable en Gaule. Malheureusement pour Valence, impatient et jaloux, Gratien ne pourra pas apporter son soutien à son oncle contre les Goths à Andrinople. Alors que Valence et son armée attendaient l'arrivée de son neveu à Constantinople, des sources peu fiables lui dirent que les forces gothiques ne comptaient que 10 000 hommes, ce qui lui laissa croire qu'il les surpassait en nombre. Comme Marcus Licinus Crassus à Carrare, Valence voulait récolter toute la gloire pour lui-même, pressé par ses plus proches conseillers de se hâter afin que Gratien n'ait pas sa part de la victoire qui était déjà presque acquise. Il quitte le camp et parcourt 13 km qui le séparaient d'Andrinople. Comme l'écrit Ammien Marcellin, Valence était impatient de livrer bataille, désireux d'accomplir quelques actions glorieuses pour égaler son jeune neveu, dont les vaillants exploits le consumaient d'envie. Il avait sous son commandement une force composée d'éléments divers, mais qui n'était ni méprisable ni ingrate, car il avait joint à eux un grand nombre de vétérans. Les sources varient quant à la taille réelle des deux armées, mais la plupart s'accordent à dire que Fridigerne était initialement au nombre d'environ 10 000, et non de 100 000 comme certains le rapportent. Valence ne savait pas que 10 000 cavaliers supplémentaires étaient partis chercher de la nourriture, et arriveraient plus tard. La plupart estiment que les forces de Valence comptaient entre 10 000 et 15 000 hommes. Ammien Marcellin écrit « L'empereur fut assuré par ses tirailleurs que toute cette partie de la horde ennemie qu'il avait vue ne comptait que 10 000 hommes, et emporté par une sorte d'ardeur téméraire, il décide de les attaquer immédiatement. La nuit précédant la bataille, le commandant Gaut envoya un prêtre chrétien pour négocier une éventuelle paix. Mais Valence ignore toute tentative de paix, comme Marcellin le décrit. Les Romains établirent leur ligne de défense, les barbares furent terrifiés à la vue et au son des flèches sifflantes, et envoyèrent des émissaires pour demander la paix. Cependant, ils considèrent que tout cela n'était qu'un stratagème, afin que, pendant la prétendue trêve, leur cavalerie puisse revenir. Les Goths comptaient également sur un autre allié possible, le soleil implacable d'août. Les Romains étaient non seulement fatigués, affamés et assoiffés par leur longue marche, mais aussi abattus par la chaleur intense de l'été. Matin du 9, l'armée romaine, laissant derrière elle des provisions, quitte son camp pour aller à la rencontre des forces gothiques, qui s'étaient déjà établies en position défensive. Un cercle de chariots contenant les femmes, les personnes âgées, les enfants et les provisions. Ainsi, après avoir parcouru une longue distance sur un terrain accidenté, alors que la journée chaude avançait vers midi, ils aperçurent enfin les chariots de l'ennemi, qui, comme l'avait déclaré le rapport des éclaireurs, étaient disposés en forme de cercle parfait. Avec une partie de ses forces encore à la recherche de nourriture, l'armée de Fridigerne, principalement de l'infanterie, avec un certain nombre d'archers, prit une position stratégique le long d'une crête voisine, une position donnant la possibilité de charger les Romains si nécessaire. Pendant des années, les Romains avaient largement dépendu de leur infanterie, leur cavalerie s'était avérée trop imprévisible et n'avait pas pleinement intégré à l'armée, ne représentant qu'un quart des forces romaines. L'armée s'établit en deux lignes, avec l'infanterie lourde au centre, des tirailleurs infanterie légère devant eux, et la cavalerie sur les flancs gauche et droit, tandis que les soldats barbares, selon leur coutume, poussaient des hurlements. Le chef romain fait avancer la cavalerie sur la droite en premier, tandis que la grande partie de l'infanterie attend en réserve. Comme son habitude, l'infanterie romaine, composée d'un certain nombre de vétérans aguerris, était équipée de la cotte de maille habituelle, de boucliers ronds et d'une longue épée.
Bien que la plupart des forces romaines n'aient pas été entièrement déployées, 2 unités de cavalerie agissant sans ordre lancent une attaque infructueuse, mais furent rapidement repoussées. Même si les forces romaines n'étaient pas entièrement préparées, l'aile gauche fut envoyée à l'attaque. Bien qu'ils firent de grands progrès repoussant les Goths jusqu'au cercle de chariots, les Romains ne se rendent pas compte de l'arrivée des cavaliers Goths accompagnés de Huns et d'Alain. L'aile gauche, qui s'était frayé un chemin jusqu'au chariot, mais ne peut poursuivre faute de soutien, est durement pressée par le nombre de l'ennemi. Elles furent écrasées et submergées. L'aile gauche romaine est attaquée et complètement brisée. Les membres survivants de la gauche romaine abandonnent le champ de bataille, laissant l'infanterie totalement exposée. Les Goths positionnés sur la crête se déploient, attaquant la ligne d'infanterie romaine. Les Romains, trop fatigués, furent frappés à la fois de face et sur les flancs. Les fantassins se trouvaient ainsi sans protection, et leurs compagnies étaient si serrées les unes contre les autres, que presque personne ne pouvait sortir son épée ou retirer son bras. À cause des nuages de poussière, la visibilité des Romains était très limitée. Comme le raconte Marcellin, les flèches qui tourbillonnaient de tous les côtés vers la mort trouvaient-elles toujours leur cible, avec un effet fatal, puisqu'on ne pouvait ni les voir d'avance ni s'en protéger. Les Romains n'étaient plus capables de manœuvrer, ne pouvaient se défendre et ne pouvaient même pas tirer leurs épées. Ils sont encerclés, les barbares, déferlant en hordes immenses, piétinaient les hommes et les chevaux, et dans la cohue des rangs, aucun espace de retraite ne pouvait être gagné nulle part, et l'entassement accru ne laissait aucune possibilité de fuite. Nos soldats aussi, montrant un extrême mépris de tomber au combat, recevaient leurs coups mortels. Comme Accar contre les Parthes, les archers gothiques tirent des flèches sur les Romains, serrés les uns contre les autres. Les survivants rompent rapidement les rangs et s'enfuient avant même d'être abattus par les Goths. Il ne restait que l'empereur Valence et environ 1500 personnes. Même les réservistes avaient fui. Les rapports sur la mort de Valence varient. Finalement, son corps aurait été transporté, blessé dans une ferme voisine pour que les Goths y mettent le feu. Aux premières lueurs de l'obscurité, l'empereur, au milieu des simples soldats, comme on l'a supposé, fut mortellement blessé par une flèche et rend le dernier soupir. On ne le retrouvera plus jamais. Au total, 2/3 des forces romaines, dont Valence, meurent. Son corps ne sera jamais retrouvé, à l'âge de presque 51 ans, après un règne d'un peu moins de 14 ans. Fritigerne et son armée ne parviendront pas à capitaliser sur sa victoire à Andrinople et à remporter d'autres succès contre les Romains. N'ayant pas réussi à s'emparer d'Andrinople, les Goths ne disposaient pas d'armes de siège. La guerre des Goths 376-382 continue à faire des ravages à la frontière romaine. Finalement, en 382, l'empereur Théodose Ier et les Goths concluent une alliance qui prévoyait l'octroi de terres en échange de soldats destinés à servir dans l'armée romaine. La défaite d'Andrinople met en évidence les faiblesses de l'armée romaine et dans les décennies qui suivent, l'Empire romain d'Occident poursuit son déclin jusqu'à ce qu'Alaric, chef wisigoth et ancien commandant romain, n'envahisse et ne mette à Rome à sac en 410. L'Empire d'Occident s'effondre. Le dernier empereur romain, Romulus Augustule, renonce au trône en 476, mais l'Empire d'Orient survécut jusqu'à ce qu'il ne soit supplanté par les Ottomans en 1453. Et pendant ce temps-là, dans le monde, en février 378, les Alamans envahissent l'Alsace. En automne, le royaume d'Immar au Yémen retrouve son indépendance vis-à-vis d'Ashkoum. En automne 378, nouvelle invasion des Quads et des Sarmates en Pannonie, repoussée par Théodose Ier. Comme on l'a vu à l'été 376 dans son palais impérial d'Antioche, sur les bords de l'Oronte, l'empereur Valence voit des ambassadeurs barbares se prosterner devant lui. Pour une fois, ce n'est pas la guerre imminente contre les Perses qui figure à l'ordre du jour. En effet, l'empereur réside alors en Syrie pour préparer une campagne d'envergure contre le souverain sassanide Shapur II. Mais depuis quelque temps circulent dans l'empire des rumeurs inquiétantes concernant la situation militaire sur le cours inférieur du Danube. Des décennies de conflits avec les Romains ont appris aux Goths les usages de la diplomatie romaine. Deux chefs, Alavive et Fritigerne, envoient donc des ambassadeurs chargés d'obtenir de Valence
l'autorisation de s'établir à l'abri des frontières de l'Empire romain. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.